le son d'un hélicoptère qui passe juste au-dessus, la pluie qui semble tomber tout autour de nous, une voix qui murmure, là, juste derrière notre épaule. Ces promesses d'immersion, elles sont au cœur de l'expérience home cinéma d'aujourd'hui. Mais bon, derrière les logos et les acronymes, vous allez voir qu'il se cache une réalité technique, économique et stratégique bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Et cette phrase, elle résume parfaitement le point de départ de beaucoup de monde, je pense. Ce sentiment d'être un peu perdu face à un mur de jargon, Atmos, DTSX 5.1.2, lossless. C'est un voyage qui bien souvent commence par une bonne dose de confusion. La question centrale, la voici. Comment on fait pour naviguer dans cet écosystème, au-delà du marketing, pour construire une véritable bulle sonore chez soi? Eh bien, c'est ce qu'on va décrypter ensemble, pas à pas. Alors, voici notre feuille de route. On va d'abord explorer la petite guerre des standards. Ensuite, on verra comment assembler concrètement une installation. Puis, on analysera ce qui détermine vraiment la qualité finale. Et pour finir, on essaiera de se projeter un peu dans l'avenir de cette technologie. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Parce qu'au cœur de l'expérience se joue une bataille qui est à la fois technologique et commerciale. C'est la bataille des formats audio. Le concept clé, c'est l'audio dit immersif ou basé sur les objets. L'idée, en fait, c'est de ne plus dire « ce son va sur l'enceinte arrière-gauche », mais plutôt « le son de cette abeille, il se déplace du point A au point B dans la pièce ». Et c'est le cerveau de l'opération, l'amplificateur, qui va calculer en temps réel comment répartir ce son entre toutes les enceintes pour recréer le mouvement. C'est ça, la fameuse bulle sonore. Sur ce marché, il y a principalement deux acteurs qui s'affrontent. D'un côté, Dolby Atmos, le géant, quasi hégémonique, qu'on retrouve absolument partout au cinéma et sur les services comme Netflix, et de l'autre, son concurrent historique, DTSX, qui garde une place très forte sur le marché du disque physique, en particulier le Blu-ray EHD. Et derrière cette technologie, il y a un modèle économique qui est très bien rodé. Dolby et DTS ne vendent pas juste une innovation, ils vendent une licence. Chaque fabricant de télé, d'ampli, de smartphone doit payer pour avoir le droit d'intégrer le petit logo Atmos ou DTSX sur son produit. Et ce coût, bien sûr, en bout de chaîne, il se répercute sur le prix final payé par le consommateur. Mais attention, face à ce duopole bien installé, une alternative est en train d'émerger, l'IMF. C'est un format qui est porté par une alliance de géants du numérique, comme Google ou Samsung, et son ambition est claire, créer un standard d'audio immersif qui soit ouvert, performant et surtout libre de droit. C'est une potentielle petite révolution qui vise à sortir de la dépendance à Dolby et DTS. Bon, assez de théorie sur les formats. Passons à la pratique. Comment est-ce que tous ces concepts se traduisent concrètement dans notre salon? On a tous déjà vu ces chiffres. 5.1, 7.1.4. Ça peut paraître un peu intimidant, mais en réalité, la logique est très simple. Le premier chiffre, le X, c'est le nombre d'enceintes qui nous entourent, à l'horizontale. Le deuxième, le Y, c'est le nombre de caissons de basse. Et le troisième, le Z, et c'est lui la clé de l'immersion, c'est le nombre d'enceintes dédiées aux effets de hauteur, celles qui font venir le son du plafond. Du coup, une configuration en 5.1.2, qu'on cite souvent comme le point d'entrée, ça veut tout simplement dire 5 enceintes à hauteur d'oreille, un caisson de basse et 2 enceintes pour les effets de hauteur. C'est vraiment le seuil à partir duquel l'expérience sonore se déploie en 3 dimensions. Au départ, le choix matériel se résume souvent à ça. D'un côté, le système classique, avec un ampli et des enceintes séparées, c'est la solution de référence pour la performance pure, mais c'est plus cher et plus complexe à installer. Et de l'autre, la barre de son. Une solution tout en un, plus simple, plus discrète, mais qui implique forcément des compromis sur la spatialisation réelle du son. Maintenant, attention, on peut avoir le meilleur matériel du monde, mais il y a un facteur qui prime sur tout le reste, un élément qu'on a tendance à sous-estimer, la source. Le point crucial est vraiment là. Un système audio, c'est comme une chaîne, et sa solidité, c'est celle de son maillon le plus faible. Et dans notre cas, ce maillon, c'est très souvent le fichier audio d'origine qui va dicter la qualité finale, bien plus que des câbleurs de prix. Et cette illustration, elle est très parlante. Elle montre la différence de débit, c'est-à-dire la quantité d'informations sonores envoyées chaque seconde. Sur Netflix, un son en 5.1, ça plafonne à 640 kilobits par seconde. Sur un Blu-ray UHD, le son est lossless, sans perte, avec un débit qui est bien plus élevé. En termes de richesse et de détails sonores, le fossé est juste énorme. Et évidemment, l'accès à cette meilleure qualité en streaming, ça a un coût. Pour avoir le Dolby Atmos sur Netflix, il faut obligatoirement l'abonnement le plus cher. La qualité supérieure est devenue un argument pour faire monter en gamme et donc en prix. Voici donc la distinction technique essentielle à retenir. Le streaming, il utilise une compression destructive. Pour que le fichier soit plus léger, on supprime des informations sonores.
Le disque, lui, utilise une compression sans perte, un peu comme un fichier zip pour un document. Toutes les informations d'origine sont conservées. C'est là que réside tout l'avantage qualitatif du support physique. Alors, après ce tour d'horizon, vers quoi est-ce que cet écosystème complexe se dirige? L'avenir pourrait bien être façonné par ce challenger, l'IAMF. Si ce standard ouvert arrive à s'imposer, il pourrait complètement casser le modèle des licences et rendre l'audio immersif de haute qualité beaucoup plus accessible, que ce soit pour les créateurs ou pour les fabricants de matériel. En résumé, si on devait distiller l'essentiel, d'abord, bien vérifier la compatibilité de son matériel. Ne pas avoir peur de commencer avec une installation comme le 5.1.2. Ne jamais négliger la qualité de la source. Et enfin, rester curieux face aux évolutions, surtout celles qui prônent l'ouverture. On termine donc avec cette question. La bataille pour nos oreilles, elle n'est pas seulement technique, elle est aussi idéologique, elle est économique. Est-ce qu'on va assister à une démocratisation grâce à des standards ouverts ou au contraire à la consolidation d'écosystèmes fermés et propriétaires? La réponse, quelle qu'elle soit, définira le paysage sonore de demain.